Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux élections législatives. Une émission diffusée en direct sur notre page Facebook, mais que vous pourrez également retrouver sur notre site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Nous allons nous intéresser à la première circonscription de la Corrèze avec sur ce plateau 3 invités, 3 candidats sur les 12 qui se présentent sur cette circonscription. Candidate pour le Front National, Agnès Tarasso, bonjour. Vous êtes également conseillère régionale. En face de vous, Christophe Géretti, bonjour. Vous êtes le maire de Naves et vous êtes le candidat de La République En Marche. Enfin, dernier candidat sur ce plateau, bonjour également, Jean-Marc Vareille. Et vous êtes candidat pour la France Insoumise. Tout à fait, bonjour. Alors, cette émission est en direct et je tiens à le préciser, elle est réalisée par des personnels non grévistes aujourd'hui car le mouvement social est toujours en cours à France 3 Limousin. Il se poursuit un mouvement qui a pour objet notamment d'obtenir une meilleure couverture éditoriale de ces élections et c'est au niveau local. Alors, pour commencer ce tour de table, nous allons nous intéresser, si vous le voulez bien, aux absents, le candidat PS et la candidate LR. Ils ont refusé de venir débattre avec vous sur ce plateau. Bernard Combe, le maire de Tulle, ex-conseiller du président Hollande, exigeait de France 3 Limousin la venue du candidat du PC, le maire de Chantex, Jean Mouzin, et comprenne qui pourra. Françoise Bézia, première adjointe d'Ussel, Les Républicains, nous a soumis la même demande que nous avons également déclinée. Les deux partis traditionnels de cette circonscription qui fut celle successivement de Chirac puis de Hollande, absents autour de cette table. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et je commence ce tour de table avec vous, Jean-Marc Vareille. J'imagine que pour votre parti qui veut remplacer le PS, eh bien c'est tout à fait symbolique ou vous regrettez l'absence de débat? Oui, c'est symbolique parce que c'est l'électorat qui tranchera dimanche, quoi. On regrette bien entendu l'absence de débat, on regrette l'absence des 9 autres candidats, quoi. Et j'en profite également pour regretter de ne pas avoir que ma collègue Céline Erzoy n'ait pas été invitée sur la deuxième circonscription lors du débat que vous avez organisé la semaine dernière. Alors effectivement, c'est extrêmement compliqué. Vous voyez la place qu'il y a ici sur ce plateau. 4, 5 candidats. On sait qu'il y en a beaucoup plus à chaque fois. C'est un choix éditorial que nous faisons. Alors sur la présence de ces deux candidats, vous avez quelque chose à ajouter? La non-présence de ces deux candidats, PS et LR? C'est un peu surprenant venant de la part de Mme Bézia, quoi. Après, M. Combe et M. Mouzin... peut-être moins, quoi. C'est peut-être une solidarité de vieux monde. Donc le vieux monde face au nouveau monde que vous représentez, c'est ce que votre sentiment également, M. Géretti? Mon sentiment, il est partagé. Aujourd'hui, c'est symptomatique de la représentation nationale. On voit bien que les LR et le PS se cherchent. Ils ne trouvent pas de position. Peut-être que le débat, il le fuit aussi en ce moment. On a une représentativité ici sur le plateau. Ils n'ont pas souhaité être présents. Dont acte, c'est leur choix. Pour Jérôme Mouzin, qu'on connaît très bien sur le territoire, c'est votre choix. Je crois qu'il a été fait sur les autres circonscriptions aussi. Donc nous sommes là pour débattre, pour apporter nos arguments. Et à eux, s'ils estiment qu'il n'est pas nécessaire d'apporter des arguments, quoi de bien de venir sur France 3, d'autant plus que les contextes actuels, il vaut mieux être présent sur les plateaux, notamment de France 3 régionale, puisque vous êtes, comme vous l'avez dit, en grève. Et je pense que c'est un minimum de notre part de venir, puisque c'est une forme de solidarité aussi d'être présent aujourd'hui. Solidarité que je souligne. Agnès Tarasso, votre parti ne cesse de dire que les partis traditionnels sont dépassés, PS et Républicains. Alors pour ce qui nous concerne aujourd'hui, ils ne sont même pas présents ici, ils s'excluent eux-mêmes du débat. Donc le Front National n'en tire pas vraiment les bénéfices pour autant de cette exclusion du PS et des Républicains, puisque c'est En Marche qui en bénéficie. Comment vous regardez ça? Tout d'abord, effectivement, il est dommage que tout le monde ne puisse pas s'exprimer au sein de France 3, notamment les 12 candidats. C'est ce que nous regrettons à chaque fois. Donc il y a juste une représentativité de certains partis, évidemment peut-être les plus forts qui sont représentés. Effectivement, au niveau démocratique, ça l'est moins. Je regrette bien sûr toutefois l'absence de M. Combe et de Mme Bézia et M. le maire de Chantex également. Parce que c'est vrai que là, il y aurait eu un vrai débat démocratique. Alors, mais finalement, ça démontre ce que vous dites aussi depuis un certain temps. Eh bien, écoutez, moi, ce que je ressens, c'est que Mme Bézia, je ne sais pas pourquoi elle est absente, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé la voir faire face à M. Géretti, puisque M. Géretti étant issu de sa propre famille, est parti donc pour le parti du président de la République. J'aurais souhaité au moins voir comment ça serait passé entre eux. Eh bien, c'est une question qu'on lui posera un peu plus tard dans ce débat. Oui, voilà. Et pour M. Combe, bon, écoutez, c'est quand même dommage. Étant l'ancien conseiller de M. Hollande, ça aurait été bien qu'il soit là, et même à la limite, il aurait pu éventuellement défendre la gauche et son parti qui est en déperdition depuis un petit moment. La gauche qui avait conquis cette circonscription
circonscription lors des dernières élections législatives dès le premier tour, hein, on s'en souvient. Alors, assez parlé des absents, nous allons parler de votre circonscription, la première de Corrèze, qui s'étend sur un vaste territoire. On va le voir sur une carte, avec toute la Haute-Corrèze, le plateau de Millevaches, territoire largement rural, hein, avec ces dernières années une population en baisse, et c'est aussi vrai dans les villes. Au dernier recensement, sont les chiffres de l'INSEE, baisse de près de 5% à Ussel, près de 9% à Tulle. À ce rythme, eh bien, la préfecture aura 2 fois moins d'habitants en 2050. C'est inquiétant, Christophe Geraghty? Oui, c'est très inquiétant. Il faut absolument qu'en termes d'aménagement du territoire, nous redonnons vie à cette zone rurale, puisque ce n'est pas parce que nous avons quelques villes, on dénommé petites villes, ce n'est pas pour rien. Nous devons absolument, au niveau de l'État, au niveau des collectifs, faire face et plutôt proposer quelque chose de nouveau et un aménagement du territoire plus solide pour nos zones rurales, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour la communication, avec les problématiques qu'on connaît, notamment ferroviaires. Alors faire du nouveau, ça serait quoi? Un exemple concret? Il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on veut pour le ferré, puisqu'aujourd'hui on a eu plusieurs rapports depuis des années, depuis une vingtaine d'années. Le POLT, le TGV, je pense qu'il faut être très clair. Soit on modernise la ligne POLT, on l'a appelée comme ça, soit on se positionne sur le TGV. Je pense que les élus politiques ont aujourd'hui la nécessité de faire des choix et non plus de se contredire à chaque mandature, ce qui est aujourd'hui le cas. Et l'aménagement du territoire doit se voir à long terme. Donc par définition, les élus doivent prendre des positions claires aujourd'hui. Alors justement, vous nous avez parlé du transport. C'est un thème que je souhaitais aborder un peu plus tard, mais allons-y. Qu'est-ce que vous proposez justement? Le TGV, on relance un projet, il faut plus de TER? Non. Ou alors vous êtes pour les bus Macron, davantage de bus? Moi, je suis pour la rénovation des 2 lignes qui existent, parce qu'on a perdu 25 ans sur ces domaines-là. On a 2 lignes Est-Ouest et Nord-Est, et Nord-Sud, pardon. Et ces 2 lignes-là doivent être rénovées pour qu'on ait des accès ferroviaires constants, solides, aménagés, modernes, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, qui plus est avec la problématique d'avoir une desserte cette fois-ci, soit TER, soit SNCF, beaucoup plus régulière. En tout cas, rénover l'existant, c'est ce que vous nous dites. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce que le TGV, il faut l'abandonner et on se penche plutôt vers le TER pour rendre ce territoire plus attractif? D'une manière générale, il faut remailler le territoire avec du réseau ferré. Je suis un peu étonné que M. Geraghty propose ça, puisque ça ne va pas dans le sens de ce que M. Macron semble nous prévoir. Le programme de M. Macron prévoit que pour l'instant, on rénove l'existant, hein, pas de création ou de réouverture. On est sur la rénovation de l'existant, on est sur la modernisation, avec la volonté d'injecter, notamment pour la zone rurale, quelques finances supplémentaires. Donc également sur l'aménagement du territoire, je suis un peu étonné également, puisque la loi NOTRe qui nous a fabriqué cette grande région qui dessert, par exemple, on a l'exemple ici avec les salariés de France 3 qui sont en grève pour un service public de l'information dégradé, quoi. Je suis un peu étonné parce que ça fait partie aussi des orientations du présent gouvernement et du précédent, quoi. Donc je suis un peu étonné de voir votre point de vue. Je le salue, mais ça m'étonne. La France Insoumise propose quoi pour cette circonscription de Corrèze au niveau des transports, TER par exemple? Il faut revenir à un réseau ferré dense, que ce soit pour le transport des individus que pour le fret. On a depuis trop longtemps abandonné le réseau ferroviaire. Sous injonction de l'Europe. Nous, on refuse le 4e paquet ferroviaire qui va intensifier la désertification rurale, et on veut un aménagement du territoire qui ne fasse pas simplement du Limoges-Bordeaux et puis les autres, sauf qui peut pour aller à Limoges. Alors, on veut remailler complètement le territoire. Je fais une parenthèse sur le paquet ferroviaire. Hein. C'est une négociation qui se fait à ce moment au niveau européen sur les règles justement du transport intra-européen. Madame Tarasso, sur cette problématique de la baisse de la population, vous êtes bien placée pour le savoir, l'attraction de Bordeaux, vous êtes conseillère régionale. Comment on fait pour que la Corrèze ait davantage d'habitants? Je rappelle que c'est 4%, la Corrèze tout entière, de la population globale de Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est très peu. Alors pour que la Corrèze ait plus d'habitants, effectivement, déjà on en revient sur les transports, donc il faut finaliser le POLT, il faut vraiment, pour mettre Brive à moins de 3 heures de Paris. Et donc sur ce thème-là, vous seriez tous les 3 d'accord, il faut rénover l'existant. Pour moi, c'est nécessaire. Et effectivement, revaloriser l'axe ferroviaire Bordeaux-Lyon, il est en effet inconcevable que le trajet de Brive à Lyon, voire clairement, passe par Paris. Et également, donc, revaloriser les TER, les lignes de TER, parce que bon, il y a quand même des enfants qui vont dans des lycées qui sont assez éloignés, qui prennent le TER régulièrement, à des horaires corrects. Il faudrait éviter aussi les retards sur les lignes. Et évidemment que ces TER soient en corrélation horaire avec les TGV qui desservent d'autres
d'autres régions. Le TER, c'est une des prérogatives de la région, justement, mais ça coûte aussi beaucoup d'argent. Est-ce que vous êtes prêt, avec les autres élus du Conseil régional, à mettre davantage sur le TER? Écoutez, moi j'étais en réunion hier à Bordeaux justement sur les transports, donc un problème de TER, donc un litige avec la SNCF. La SNCF, il faut vraiment qu'elle mette le pied à l'étrier donc pour renouveler son matériel, donc avec bien sûr des aides de la région, mais pas n'importe comment, et surtout qu'elle se fasse fi de respecter les horaires et de faire des horaires adéquats justement pour qu'il y ait des liaisons entre les trains, que ce soit les TER et les TGV, qui soient correctes, que les gens soient pas, qui n'attendent pas en gare pendant 1h15, attendant de prendre un autre train. Concernant tout à l'heure... Jean-Marc Verhaeghe, excusez-moi, je vous vois tiquer à ce que dit Mme Tarasso. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Non, Mme Tarasso disait qu'elle voulait faire fi. Je dis fi, c'est nous, quoi. Je disais simplement que la SNCF mette le pied à l'étrier. Moi, je trouve ça bien. Mais il faudrait quand même que la SNCF, comme service public du transport, ne soit pas dilapidée et vendue, quoi. Je veux dire que c'est bien beau de faire des injonctions sur le service public du transport ferroviaire. C'est des constats, monsieur. Voilà. Bon, ça veut dire que c'est à l'État de reprendre la main et donc aux futurs députés de la circonscription. Bah, écoutez, il faut qu'on légifère pour assurer un service public du transport qui maille le territoire correctement et qu'on ne soit pas dans des injonctions. Entendre dire il faut que la SNCF mette le pied à l'étrier, bon, la SNCF, c'est des trains, c'est pas du cheval. Bah écoutez, bon, vous avez un humour clownex, presque, je devrais dire. Bon, tout à l'heure, monsieur m'a demandé pour justement le développement économique sur le territoire donc de la première circonscription de Corrèze. Et il est bien évident qu'il faut un développement économique. Et ce qui serait bien, c'est peut-être de penser à réindustrialiser le site. Réindustrialisation. Alors ça, on va en parler après. Voilà. On était sur les transports. Je croyais que vous vouliez continuer là-dessus. De toute façon, je vous propose tout à l'heure par rapport à la population qui était en baisse. Tout à fait. Et cette population qui est en baisse, je voulais vous faire venir sur un autre point, parce que baisse de la population, ça s'accompagne aussi d'un vieillissement de la population. Alors en l'occurrence, sur ce point-là, il y a aussi la problématique des hôpitaux, par exemple. Les personnes âgées des certifications médicales. Ont évidemment beaucoup plus besoin d'aller chez le médecin. Déserts médicaux, problématique des hôpitaux, on garde les deux. Oui, bon, on connaît cette Tulle et Ussel, hein. Oui, on connaît cette problématique sur la circonscription, à Tulle, Ussel, Brive, il faut être clair, les trois. Aujourd'hui, il y a des propositions faites par Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a un élément qui n'est pas souvent évoqué, c'est-à-dire que sur la partie médecin, il faut qu'on permette à avoir plus de stages sur la partie rurale et la partie professionnelle, notamment libérale, qui leur permettra de montrer aussi que nos territoires ont une certaine vie et peuvent être un moyen de les accueillir. Sur la partie médicale, il faut qu'on évite les concurrences, il faut qu'on se solidarise et ça permettra certainement à nos hôpitaux d'être plus conséquents et plus solides. Après, alors sur les hôpitaux, je vous arrête là-dessus. Emmanuel Macron veut être garant des finances de la nation. Ouais. Les hôpitaux, on le sait, ça coûte cher. Est-ce que vous êtes pour conserver les deux hôpitaux de votre circonscription? L'objectif, il est de les conserver, sachant que celui d'Ussel n'a pas du tout le même rayonnement que celui de Tulle. Celui de Tulle est beaucoup plus concurrencé par celui de Brive. Absolument. C'est plutôt entre les deux circonscriptions qu'il y aura, à mon avis, des réflexions à avoir. Et c'est des réflexions qui ont eu lieu déjà il y a des transferts de compétences d'un hôpital à l'autre? Il faudra, à mon avis, les mettre autour de la table. Celui d'Ussel a un rayonnement territorial très différent et un rayonnement territorial qui est assis. On le sait tous, on sait que sa problématique est différente et que celui-ci rayonne au-delà sur le Cantal, sur la Creuse. Voilà, ce qui n'est pas le cas sur l'hôpital de Tulle en particulier, celui-ci, alors qui apparaît plus menacé si... On écoute sur la logique on est dans une pensée rétrécie, si je peux me permettre, Monsieur Géretti. C'est-à-dire qu'il faut avoir une ambition pareille du service public de santé. Aujourd'hui, le service public de santé est mis en concurrence par la tarification à l'acte qui donne aux hôpitaux publics une obligation de résultat et pas une obligation de moyens. Il faut en revenir à une dotation globale et encore une fois, dans un maillage du territoire, même si ça paraît dispendieux, il en va d'un service public de qualité. On ne peut pas... Moi, je me refuse à penser, à enclencher ce mode de pensée que vous défendez, c'est-à-dire d'essayer de se dire, bon, il y a de moins en moins de monde, on va rationaliser, un peu pour lui, et c'est ce qui fait qu'on a des gens qui ont des maternités à 1h30 de chez eux. Sur notre territoire, nous ne sommes pas dans la rationalisation, il faut moderniser notre outil. On va y venir dans cette situation. Avec votre logique, on va venir dans cette situation. Non, nous avons besoin de moderniser nos outils. On est dans la logique de la modernisation de nos services publics et de les adapter justement au vieillissement. On a cette problématique du vieillissement qui est conséquente.
importante, puisqu'on prend quasiment 10 ans sur 20 ans, plus 10, c'est important. Et on sait que nous, la prochaine économie, c'est l'économie sur ces personnes-là. Vous cachez derrière le mot modernisation, je me méfie énormément dans le mot modernisation. Aujourd'hui, on l'a vu, le territoire se vous mettez suppression ? Moi, je pense que c'est pas un meilleur service public. Dans la modernisation, vous dites le territoire se dépeuple, donc moderniser, c'est le constat est le territoire qui se dépeuple. Par définition, on modernise notre service public pour l'adapter à notre territoire. C'est surtout qu'il se rétrécit en termes de population parce qu'on vieillit et donc il y a des décès. J'ai rencontré des salariés de la Poste, parlez-leur de la modernisation. On a beaucoup moins. Aujourd'hui, parlons de l'hôpital. La Poste n'est pas le même constat que l'hôpital. L'hôpital, service public de santé, on ne peut pas moderniser la Poste. C'est pas la même logique, service public de santé, service public postal. On n'est pas sur les mêmes problématiques. Sur cette problématique des déserts médicaux, on ne vous a pas encore entendu, Agnès Tarasso. Qu'est-ce qu'il faut faire sur cette circonscription pour attirer davantage de médecins et conserver les hôpitaux ? Vous souhaitez les conserver ? Un hôpital, ça se conserve. Parce que moi, en tant que femme, j'ai eu des enfants et je m'imagine mal aller accoucher et faire 50 km en voiture, en pleine douleur, pour aller accoucher à un hôpital qui est trop éloigné. Effectivement, il faut maintenir les hôpitaux parce que la population, certes, est vieillissante, mais elle a besoin de soins médicaux. Alors quand Christophe Giretti vous explique qu'il faudra rationaliser parce que ça va coûter trop cher, vous lui répondez quoi ? Moi, je dis que non. Il faut maintenir les hôpitaux, il faut que l'État fasse l'effort de maintenir ces hôpitaux ouverts avec leurs compétences, parce que je ne vois mal une personne du sel, elle accouche à Tulle, etc. Donc là, surtout au niveau des maternités, mais également, il faut aussi préserver ces hôpitaux, mais aussi le personnel, parce que les personnels, ils font énormément d'heures, il faut quand même les préserver, et il faut ramener des compétences en Corrèze en demandant à des internes de pouvoir faire, non seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans la ruralité, c'est-à-dire dans des petits cabinets médicaux, des stages d'internat en campagne pour pouvoir amener le médecin auprès des patients, au plus proche des patients. Mais sur ça, vous rejoignez ce que vient de dire Christophe Giretti, finalement. Écoutez, moi, le Front National et Marine Le Pen, ça fait un moment qu'on le dit. Nous, on a toujours dit qu'il fallait refaire venir des médecins, revaloriser et éventuellement faire des cabinets médicaux multiples avec un médecin, un dentiste, mutualiser les compétences. Polycompétences. Voilà, parce qu'il faut les mutualiser, parce que la campagne, je la bats tous les jours, en Corrèze, elle est grande, et il est hors de question qu'une personne âgée en malaise puisse ne pas être soignée parce que justement elle est trop éloignée. Un médecin, comme on disait à l'époque, médecin de famille, est très important dans la ruralité. Donc il faut revaloriser ce métier-là dans la ruralité. Donc ça voudrait dire aussi garder des emplois de services publics. On peut parler emploi, vous avez déjà entamé le thème tout à l'heure. Sur cette première circonscription, il existe des entreprises industrielles importantes. Et quand l'une d'elles est supprimée ou qu'elle est délocalisée, évidemment, c'est très compliqué de retrouver un tissu économique. Dernièrement, c'est le laboratoire Salem qui mène à cette fermeture, finalement repris par Martin Daud à Meymac. C'est au gouvernement d'agir pour maintenir les entreprises sur le territoire ? Le gouvernement n'a pas toutes les cartes en main pour revitaliser l'économie d'un territoire. Mais par contre, comme ça avait été proposé par l'Avenir en commun, renégocier les traités européens qui nous mettent dans des situations de rentabilité et puis de casse, on dilapide complètement le savoir-faire et la fortune industrielle de ce pays. Donc il faut absolument, effectivement, que le législateur s'empare de cette question de manière ferme, quoi. Aujourd'hui, on a à l'ordre du jour proposé tout de suite par M. Macron la loi travail. C'est inadmissible. J'ai rencontré des syndicalistes sur le territoire qui sont dans des situations insupportables. Ces gens sont méprisés de plus en plus. Et quand j'entends un ministre qui dit à 3 jours après les élections que le Code du travail est un frein au développement économique de ce pays, je trouve ça insupportable. Et je veux dire que la principale raison de ma candidature au nom des Insoumis sur la première circonscription, elle porte sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y a un malaise au travail, un mépris des travailleurs, et on enfonce le clou. Là, on est parti pour enfoncer le clou avec ces 8 ordonnances qui ont
paru hier dans le Parisien, qui, soi-disant, ne sont pas revendiquées par le gouvernement. Les propositions qui sont pour l'instant sur la table, c'est plus de libéralisme, effectivement, sur le contrat de travail, avec une priorité donnée aux accords d'entreprise sur les accords de branche. C'est la bonne solution, plus de libéralisme? C'est une solution, plus de libéralisme. Il y a aussi une partie protection en parallèle, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, le monde du travail a quand même évolué. Il n'y a plus beaucoup de personnes, notamment ma génération, qui vont faire 30-40 ans dans la même société. Il faut permettre au monde économique d'évoluer, aux entreprises d'évoluer et aux salariés d'évoluer. Ça, c'est un discours qu'on entend depuis des années. Sauf que le chantier, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui font encore toute leur vie dans une entreprise. Le chantier, il est sur la table. On a des indications, elles sont claires. Emmanuel Macron et son gouvernement souhaitent que les législateurs travaillent pendant 3 mois avec les partenaires sociaux sur ce sujet-là. Moi aussi, c'est un de mes engagements. J'ai choisi d'aller avec Emmanuel Macron pour pouvoir travailler sur ce chantier de l'emploi et ce chantier de l'économie, chantier du travail. Vous pensez donc que plus de flexibilité, ça sera aussi plus d'emploi et que ça peut marcher sur vos territoires ruraux en particulier? Je pense que sur nos territoires ruraux, ça peut marcher. On sait aussi qu'on a beaucoup de petites entreprises. Ces petites entreprises-là ont besoin de flexibilité. Il suffit de les rencontrer. Certains salariés la réclament aussi, notamment dans l'évolution des horaires. Et exactement pareil pour le chef d'entreprise. Aujourd'hui, l'économie, on est dans une économie mondiale, une économie forte, puissante, et le monde rural ne peut pas rester à côté de cette économie-là. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la compétition, y compris dans les territoires ruraux. Il faut que nos territoires deviennent compétitifs aussi, et ils le deviendront. Agnès Tarasso, vous êtes d'accord avec ce point de vue? Écoutez, c'est vrai que M. Macron, c'est effectivement, on le sait, la mondialisation. Moi, je dis que les territoires ruraux vont être oubliés de toute manière, parce qu'on le voit déjà au niveau de la grande région. C'est la crainte de tous, que ce soit pour certains privilèges, par exemple de France 3 Limousin, qui perd certains privilèges pour la retransmission. C'est le privilège pour nos téléspectateurs de pouvoir avoir leur journal. Mais tout à fait, parce que là, vous vous présentez sur Facebook, mais il y a beaucoup de personnes âgées qui ne vont pas voir ce débat parce qu'ils n'ont pas Internet. Cependant, j'en reviens à ce que vous me demandiez, il faut protéger l'emploi local. Et de quelle manière? Des salariés français, local, en évitant une concurrence déloyale à l'ouverture de... Sur votre circonscription, vous avez par exemple des entreprises, la plus grosse entreprise, Borg-Warner, qui n'est pas française. Vous faites comment si elle décide de déplacer son site de production? Mais je ne dis pas de ne pas accepter des entreprises étrangères qui s'installent, bien au contraire, sur un territoire rural. Je dis qu'il faut protéger les travailleurs et les salariés de manière à ce que cette loi travail ne les mette pas à défaut, parce que c'est bien de donner de la flexibilité pour les employeurs, mais il faut que ça soit équivalent. On va voir, là, nous avons un plan, là, M. Macron nous a fait un plan, on attend d'avoir le texte. Après, on verra. Vous n'êtes pas contre frontalement, directement? Moi, je n'ai pas d'avis tant que je n'ai pas vu de texte. Là, il nous apporte un plan. Les textes sont faits après. Donc, j'attends de voir. Jean-Marc Varry, vous n'attendez pas de voir? Vous êtes convaincu que ce sera... Pas de voir. J'attends de voir. Je m'entends dans ce que je dis. De toute manière, moi, je suis pour le protectionnisme intelligent. Je suis pour le travail des Français en France. Et je ne suis pas pour une mondialisation et le partage du travail français avec d'autres personnes qui viennent et dont les charges salariales sont payées à l'étranger, vous voyez. Jean-Marc Varry? Je suis étonné d'entendre le Front National qui protège les salariés. Écoutez, monsieur, je suis désolé, mais que je sache, c'est pas parce que je suis Front National que je ne suis pas avec les salariés. Oui. Je suis à l'écoute de tout le monde, à l'écoute des entreprises, des PME, à l'écoute des salariés, à l'écoute de la population. Et je pense que c'est ce qui est important quand on veut faire remonter les problématiques au plan national. On ne vous a pas beaucoup vu, en tout cas, à GMS, à la Souterraine, soutenir les salariés. Écoutez, moi, à la GMS, à la Souterraine, j'ai mon confrère Martial Môme qui est en Creuse et qui devait, je pense, s'en occuper. Voilà. Alors, au niveau de l'emploi, au niveau des revenus également, je vais vous donner la parole. Il y a une profession emblématique du Limousin, ce sont les agriculteurs qui souffrent également au niveau de leurs revenus. Alors, Emmanuel Macron, on revient toujours à son programme, propose la négociation entre producteurs et distributeurs et la rémunération des services environnementaux. Certainement un plan de modernisation. Non, je ne sais pas. Je veux dire que nous n'avons pas du tout le même projet pour l'agriculture et pour l'économie. Monsieur Géretti parle de flexibilité de l'emploi. Je trouve ça insupportable. Je pense que, Monsieur Géretti, vous me paraissez très sympathique. Je pense que vous vous trompez de projet. Vous n'avez pas idée du projet que vous défendez. De la casse que ça va être pour les gens. Pour les gens qui souffrent. On a, sur notre territoire, j'ai rencontré des paysans, et vous en rencontrez aussi.
Rendez-vous bien compte qu'il y a une véritable difficulté, il y a 9 millions de personnes dans ce pays qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, il y a des paysans qui sont à la retraite avec des salaires indigents, ça vous le savez, vous ne pouvez pas vous permettre, mesurez bien ce que vous défendez. Pour la paysannerie, on défend une paysannerie locale, vivrière, à taille humaine. Les aides européennes aujourd'hui sont complètement inadaptées, ce qui fait que les paysans sont amenés à investir de plus en plus, parce que les aides européennes vont à l'investissement, à investir de plus en plus dans un modèle unique, et ensuite, ce qui amène à une grande crise au point que une partie d'entre eux se suicident, et c'est pas anodin les paysans qui se suicident. Donc nous, on voudrait faire machine arrière. On voudrait faire machine arrière avec une paysannerie locale qui nécessiterait des moyens de distribution des produits au local et d'infléchir la grande distribution, quoi. Christophe Géretti, sur ce point de vue, revenir au local, reproduire localement, consommer localement, ça fonctionne ou pas? C'est des choses qui existent et qui se mettent en place. On est très bien placé pour le savoir à Naves, puisque nous avons un lycée qui travaille uniquement là-dessus. Qui se met en place, mais sur une portion de l'agriculture et sur le reste, sur cette négociation entre producteurs et distributeurs. Voilà, c'est un chantier à préparer, à développer. On sait que les agriculteurs sont attentifs à ces éléments-là. On les rencontre aussi. Après, pour l'histoire de la casse sociale, aujourd'hui, notre système économique, on se rend bien compte qu'avec 10% de chômage, je ne suis pas sûr qu'il fonctionne encore au total de ce qu'on voudrait. Je pense que pourquoi il ne fonctionne pas, monsieur? Et vous voulez appliquer, je ne sais pas, vous allez me le dire. Vous voulez appliquer aussi cette flexibilisation également au monde de l'agriculture? Non, le monde de l'agriculture a la nécessité de se retrouver, qu'on arrête de taper aussi sur l'agriculture de façon générale, parce que là, en fait, les agriculteurs... Mais je ne tape pas sur l'agriculture. C'est bien un peu ce que vous faites, donc il faut aussi que l'agriculture... J'étais invité à la FNSEA, j'ai expliqué aux agriculteurs de la FNSEA que nous avions face à nous un enjeu commun qui s'appelle la transition écologique. Et la transition écologique... Ils en sont largement conscients, comme ils en sont conscients. C'est ce que je leur ai dit, on en est conscients et on va faire la transition ensemble. Emmanuel Macron a proposé des investissements sur la transition énergétique. Bon, après, bien évidemment, on est au démarrage d'un chantier, de plusieurs chantiers. Il faut les mettre en œuvre. Aujourd'hui, sur la partie économique ou sur la partie agricole, vous faites des constats, mais après, moi, les propositions, c'est la modernisation de tous les outils. Et cette modernisation, elle est nécessaire. Ça fait une dizaine d'années qu'on attend le chantier de mettre en œuvre des nouvelles politiques. On les attend toujours. Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui. C'est-à-dire une renégociation au niveau européen? On a la nécessité de renégocier et de retravailler toute la partie cyclique par rapport à la PAC et à tous ces éléments-là, parce que les agriculteurs ont la nécessité d'avoir ces soutiens-là. Nous le savons, qu'ils soient petits ou gros, de toute façon. Donc, on est dans l'objectif aussi qu'ils réussissent, parce qu'il faut qu'ils réussissent. Vous parlez de transition énergétique, justement. J'aimerais savoir ce que M. Macron va faire pour le rachat de l'électricité fournie par les panneaux photovoltaïques, donc qui sont installés donc, sur les exploitations agricoles, justement. Hein, donc les agriculteurs, donc, quand ils font un agrandissement, installent sur leur toit des panneaux photovoltaïques de manière à revendre, et ce qui leur permet, dans un deuxième temps, de financer leur investissement. Cependant, la DGSE a bloqué les tarifs, puisqu'avant, l'électricité était rachetée à environ 0,60 centimes, et maintenant, c'est 0,11. 0,11 centimes. Donc, il y a une évolution sur les tarifs de rachat, oui. Ça vous surprend, ça? Non, ça vous surprend. C'est toujours la même histoire. Vous avez cru une minute que... Regardez-moi, est-ce que j'ai dit quelque part que ça me surprenait? Non, mais ça je pose juste la question à M. Géretti pour savoir si ils peuvent faire quelque chose, justement, pour que ces tarifs soient relevés. Une fois que je serai élu. Alors, vous le présentez comme le futur élu? Voilà. Peut-être. Pourquoi donc, pas? En l'occurrence, si on regardera ce dossier-là, vous m'offrez en tout cas une transition toute trouvée sur les enjeux électoraux parce que leur tourne. Je parlais du président. Et nous avançons dans cette émission. Jean-Marc Varaille, votre formation politique veut peser sur la politique du gouvernement en l'empêchant d'obtenir la majorité au Parlement. Et pourquoi faire ensuite? Vous allez bloquer les réformes? Tout bloquer. On va s'opposer déjà à la loi travail et je pense qu'il faudra des députés insoumis en masse pour s'opposer à la loi travail et à cette erreur que défend M. Géretti. Je regrette vraiment, mais on va peser. On a un programme cohérent qui a été chiffré, on a un programme qui a été un véritable travail populaire, d'éducation populaire avec les insoumis depuis plus d'un an, qui a été chiffré. Ça a été l'occasion d'un dimanche de chiffrage transparent. Vous auriez dû regarder ça. Oui, la France insoumise part seule, sans le PCF. Pourquoi vous n'avez pas fait front commun pour cette élection?
On n'a pas fait front commun pour cette élection parce que c'était un peu tard pour faire front commun. C'est-à-dire que il y a un an, Jean-Luc Mélenchon a proposé une démarche ouverte, horizontale, qui s'appelle la France insoumise, qui était destinée à supplanter feu le front de gauche, quoi, qui avait montré ses limites, et en tout cas qui n'avait pas obtenu de rassemblement large. Donc il y avait un espace ouvert dans lequel les dirigeants, les communistes pouvaient venir. Il y a beaucoup de Vous avez discuté avec les communistes sur votre territoire ? On a discuté à leur invitation après le premier tour, mais bien entendu, on leur a proposé notre démarche, notre méthode. Ça sera une alliance peut-être de deuxième tour, on y reviendra à ce moment-là. Agnès Tarasso, le Front National avait fait un petit peu moins de 7% lors des dernières législatives. Évidemment, sur ces élections-là, c'est beaucoup moins que lors de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous espérez concrètement de cette élection ? Alors, là, je reviens sur la loi El Khomri, que le Front National, bien sûr, est complètement contre cette loi, puisque ça va de puissance 10 par rapport à celle... Vous n'avez pas beaucoup manifesté. Écoutez, ça n'empêche pas que je suis contre quand même. Je n'ai pas besoin de descendre dans la rue, monsieur, pour me faire entendre. Il y a d'autres moyens. Donc sur votre objectif électoral, alors 7% aux dernières législatives, vous espérez combien ? Écoutez, c'était en 2012. Entre-temps, il y a eu les élections européennes, il y a eu les élections départementales et régionales. Il faut savoir que le Front National en Corrèze, depuis les européennes, et par rapport au présidentiel, a doublé son socle électoral. Donc vous espérez faire davantage, figurer au second tour ? Ce sont les électeurs qui choisiront, mais je pense, oui, faire plus de 7%, puisque nous sommes bien implantés maintenant en Corrèze avec des électeurs fidèles. Merci Agnès Tarasso. Christophe Géretti, à quelques jours du premier tour, votre mouvement est donné largement en tête. C'est gagné pour En Marche et pour vous ? Non, par définition, on sait qu'une élection législative est aussi une élection locale avec des personnalités différentes. Moi, je porte le projet d'Emmanuel Macron pour diverses raisons. Et après, aussi la volonté de porter une nouveauté sur le bassin de Tulle. C'est-à-dire Vous avez été soutien auparavant j'ai été soutien d'Alain Juppé. Son programme, une partie est reprise dans ce programme-là, il faut le reconnaître. Et donc, je n'ai pas eu d'hésitation pour partir avec En Marche quand cela m'a été proposé. Et donc, pour moi, l'objectif est d'apporter la majorité à Emmanuel Macron pour qu'on puisse justement moderniser notre pays, même si le terme ne vous plaît pas, et lui permettre surtout de réussir, parce que notre objectif dans les 5 ans, c'est de réussir la transformation socio-économique que nous voulons faire. Merci. Je vous propose, pour finir, de voir ensemble la liste des autres candidats sur cette circonscription. Pour le Parti socialiste, Bernard Combe. Pour Debout la France, Antoine Baird. Les Républicains, Françoise Bézia. M100%, Alain Cruzel. Europe Écologie Les Verts, Mumine Ossoy, Parti communiste français, Jean Mouzin, Lutte ouvrière, Marie-Thérèse Coineau, candidat d'hiver gauche, Alex William Fernandez et Union populaire républicaine, Anne-Pascale Chabot. Merci à vous sur ce plateau et merci à vous qui nous avez suivis en direct. Ce débat est à revoir sur notre site internet France 3 Nouvelle-Aquitaine. Merci. Merci. Merci.